Hey, salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga le temps d'un matcha. Aujourd'hui ce sera un épisode plus ultra, donc c'est la série dans laquelle je te parlerai en fait de top divers et variés, et notamment ici sur mon top 3 des meilleurs méchants du manga game. Alors du coup pour qu'un manga devienne culte, il faut bien sûr une multitude de facteurs qui sont liés soit à la qualité et au charisme du personnage principal, au style de dessin qui est bien souvent représentatif de l'auteur, ou encore par rapport à la profondeur et à la justesse de l'écriture et du scénario. Mais ce qui permet aussi de graver le nom d'un manga dans les mémoires, ce sont bien aussi souvent les confrontations avec les antagonistes. Les méchants, les vilains, bon bref, tu les appelles un petit peu comme tu as envie, mais bref, tu vois de quoi je parle. Et pour te convaincre, je vais te présenter du coup mon top 3 des meilleurs méchants pour moi de l'histoire du manga. Je vais commencer tout d'abord par Dio Brando, de Jojo Bizarre Adventure. Alors je sais pas si tu sais encore, mais en tout cas, soyons clairs, moi j'adore Jojo Bizarre Adventure. Et c'est aussi en partie dû à ce méchant de légende qu'est Dio Brando. Et du coup tu vas me dire, mais c'est qui ce Dio ? Alors en fait, Dio c'est le fils d'un père alcoolique et violent qu'il méprisait, qu'il a fini par empoisonner dans le but d'être adopté par la famille Joestar, tout ça par le biais d'une reconnaissance de dette. Et en fait, il a fait ça pour s'accaparer leur immense fortune, sachant qu'à l'époque, le gamin, il a je sais plus, 12, 15 ans, un truc comme ça, quoi. C'est un tout bébé, quoi. C'est un petit jeune. Et du coup, c'est là qu'il fera la rencontre de Jonathan Joestar, donc Jojo premier du nom, et que commencera aussi leur rivalité et développera la hantise qu'a Dio vis-à-vis de cette famille Joestar. Et du coup, cela pour des générations et des générations, comme tu le sais si bien si tu as lu la suite. Car oui, Dio reviendra dans la plupart des parties de l'histoire, donc soit directement ou indirectement pour le plus grand plaisir des lecteurs. Alors oui, et du coup dans tout ça, qu'est-ce qui en fait un méchant iconique en vrai ? Parce qu'à part, là je t'ai juste dit qu'il était revenu et qu'il était un petit peu méchant, mais bon, voilà. En fait tout simplement parce qu'en fait Dio, en fait c'est quelqu'un de fondamentalement mauvais. Il est aussi mesquin, il est capable de tous les coups bas, et notamment en fait pour chier dans les bottes de Jonathan Joestar qui va être le héros de la première partie. En fait il va tout utiliser, c'est vraiment la pire des crapules possible quoi. Et du coup pour te donner un petit aperçu de ce qu'il est capable de faire, c'est qu'en fait à un moment il y a le chien de la famille Joestar en fait qui arrêtait pas de venir vers lui et de le faire des léchouilles et tout ça. Et en fait il avait bien vu que Jonathan en fait c'est son chien donc forcément il l'aimait. Et en fait juste pour le faire chier, en fait il a pris le chien, il l'a balancé dans un four. Il a mis le feu, il a fermé la porte, et voilà, tout ça uniquement pour voir la réaction qu'aurait Jonathan vis-à-vis de lui, quoi. Et donc, mais qui fait ça ? Dio, moi je te le donne en mille, Dio, c'est tout. Et il est aussi devenu iconique en étant un des rares méchants en fait qui a eu raison du héros, du héros de la première partie, donc Jonathan Joestar, alors qu'il était censé être mort. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, en fait, il va aussi revenir dans la troisième partie, vraiment du coup pour affronter toute la bande d'amis de la troisième partie, lors d'un affrontement en fait qui restera cultissimement culte. Du coup, c'est son duel contre Jotaro, qui est aussi pour moi un des personnages les plus badass du manga, mais ça on en reparlera peut-être dans une tier list, dans un petit article. Et du coup, comme je te disais, ouais, donc en fait son nom n'a pas fini de quitter le manga, hein, parce que du coup on retrouvera aussi lui-même, ou encore ses descendants légitimes ou illégitimes dans les autres parties, ou encore des allusions plus ou moins proches donc de notre bon vieux Dio. Bref, Dio Brando, c'est vraiment le fil rouge de Jojo Bizarre Adventure, au même titre que la famille Joestar. C'est vraiment ancré dedans, quoi. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, donc qui est sur Freezer de Dragon Ball Z. Donc, en vrai, comment ne pas citer Freezer dans un top iconique de méchants ? Je sais pas comment on peut faire, mais pour moi, c'est vraiment un des top méchants du manga game. Notamment parce que du coup, c'est le premier vrai grand adversaire de Sangoku dans Dragon Ball Z. Il est aussi celui qui réduira littéralement en poussière le bon vieux Krillin. Alors que tout le monde était content, tout le monde pensait que c'était fini, mais en fait il arrive et le chope, bim, explosed. Donc ça c'était quand même un sacré moment, ouais. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui l'avaient vu venir celui-ci.
Et en plus, Freezer, lui, c'est simple. Dès qu'il apparaît, tu sais directement qu'il est pas là pour rigoler. Déjà par son carrière design qui est vraiment plein de froideur et un peu en opposition d'ailleurs avec son comportement que l'on pourrait dire un petit peu sociable au début. Mais vraiment, ouais, tout son caractère en fait est un petit peu à l'encontre de son carrière design, quoi. Ça, du coup, c'est tant qu'il est en mode amusement parce que sa patience, mine de rien, elle est quand même assez vite dépassée. Et après, du coup, si tu te rends compte qu'en vrai, le bonhomme, il est vraiment pas là pour rigoler, quoi. Et du coup, on se rappelle aussi et surtout quand même des montagnes russes émotionnelles, donc lors de ces affrontements successifs face à nos amis de la Z-Team, donc sur Namek. Donc que ce soit au début avec les petits power-up donc de l'équipe là, qui est les power-up d'ailleurs qui étaient faits par le vieux Namek, hein, je sais plus comment il s'appelait, mais le grand chef Namek là. Du coup, il était totalement dépassé par la première transformation de Freezer. Ensuite, tu as Piccolo qui revient avec sa fusion avec Nail. Sauf que du coup, le bonhomme, il a une deuxième transformation sous le coude. Et après, tu as juste l'effondrement en larmes de Vegeta, du coup, devant l'incroyable puissance dégagée par la dernière transformation de Freezer. Donc, le bonhomme, il était tellement fort que c'est simple, Vegeta qui était un petit peu trop sûr de lui, le bonhomme il s'est juste pissé dessus, quoi. Après bien sûr t'as l'arrivée de Goku, enfin rétabli de son combat contre Ginyu qui arrive, qui gère pas mal quand même cette forme là, qui arrive à le battre au final, mais non du coup. Parce que du coup, comme je te l'ai dit au début, de toute façon tu le sais très bien, ce qui se passe après, c'est que Freezer, tu penses qu'il est battu, mais non, il revient, il explose Krillin, et puis après là c'est le moment légendaire où Sangoku va juste péter un câble et va finir par devenir le Super Saiyan tout simplement. Bref, du coup pour moi Freezer c'est vraiment l'archétype du méchant froid, calculateur et charismatique, du coup qui a permis au héros de passer un cap et qui a marqué l'histoire du manga de par son incroyable combat. D'ailleurs, petit aparté en plus, mais du coup, pour te dire à quel point il est quand même marquant, c'est que ils ont quand même choisi de le ressusciter dans Dragon Ball Super afin d'en faire un allié lors du tournoi du pouvoir, ce qui lui avait d'ailleurs permis de regagner sa liberté par la suite. Donc il était vraiment ressuscité et ils l'ont laissé partir. Enfin bref, quand je te dis qu'il est quand même capital ce personnage dans Dragon Ball, mais aussi dans notamment dans le monde du manga, mais bon, voilà. Je sais pas si ça rajoute vraiment, puisque Dragon Ball Super, est-ce que ça compte? Bon, bref. C'est officiel en tout cas, donc c'est comme ça. Allez, du coup, on va passer à la troisième partie qui sera sur Griffith de Berserk. Du coup, alors, pourquoi Berserk en vrai c'est si connu? Donc, moi je te dirais quand même parce que c'est notamment lié à son style de dessin qui est totalement incroyable. Il y a des détails magnifiques, j'ai quasiment jamais vu des cases aussi bien faites dans n'importe quel manga. Tu as aussi tout le côté dark qui est incroyable. Tu as l'ambiance du manga, tu as son histoire à couper le souffle, tu as son héros qui est totalement badass, mais aussi tu as toute la dualité entre donc le héros qui s'appelle Guts et Griffith qui est on va dire le grand méchant de l'histoire, même si au début c'était quand même le grand ami de Guts, pardon. Ouais, je vais te faire un petit rapide résumé dans les gros plans, parce que du coup, pour te rappeler un petit peu l'histoire de Griffith, si tu ne la connais pas encore. Donc en fait, Griffith, c'est le mec qui accueille Guts dans son groupe de soldats, sachant qu'actuellement, Guts, c'est un ado rompu au champ de bataille. C'est un ado qui a été violé dans sa jeunesse littéralement, et qui fait confiance qu'à lui. Donc Griffith, il va lui donner donc toute une famille. En fait, ce groupe de soldats va devenir un petit peu sa famille. Il aura aussi un but, donc de gagner des batailles et tout ça, quoi. Et Griffith, lui, à comparer, va incarner donc tout ce qui est perfection. C'est un jeune génie militaire auquel tout lui réussit. En gros, pour te la faire brève, à cette époque, Griffith c'est la lumière et Guts c'est les ténèbres. Donc ensuite, tu as le temps qui passe et Guts prend une place de plus en plus importante au sein de la troupe. Il arrive même à faire succomber l'inflexible lieutenant Casca, qui demeurait jusque-là totalement sous le charme de Griffith. Chose que le brave chef a eu un petit peu... Enfin, il a eu un petit peu du mal à l'accepter, mais même plus que ça. Donc, je te le dirai un petit peu après. Et après, suite à un combat incroyable un peu contre un énorme monstre, en fait, tu as Guts qui va décider
de quitter la troupe du Faucon, car en fait il voulait plus vraiment être le sous-fifre de Griffiths, mais en fait il voulait simplement être reconnu à sa juste valeur, en tant qu'égal, mais aussi en tant qu'ami, et plus être son bras droit ou juste un plus un, quoi. Il voulait vraiment être son égal. Et n'arrive pas à faire changer d'avis donc Guts. Griffiths il va finir par se compromettre, et notamment abandonner un petit peu tous ses plans de conquête et finir exilé, torturé sans pitié, et aussi abandonné dans un cachot, totalement brisé. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin, brisé mentalement, physiquement, tout ce que tu peux imaginer, quoi. Donc à ce moment, le Faucon n'a plus d'aile, tout est perdu, un petit peu, beaucoup. Parce que du coup, quelques années plus tard, il va finir par être retrouvé et secouru par ses anciens camarades, dont Guts, qui viendra aussi pour leur prêter main forte. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, Griffiths, qui avait juste tout abandonné à ce moment-là, précisément, en fait, tout va lui revenir dans la tronche, en fait. Tout, que ce soit la jalousie, en voyant Guts et Casca qui sont amoureux, lui qui est totalement brisé, et qui il sait très bien qu'il pourra plus jamais rien faire, puisqu'en fait on lui a tout enlevé, les ligaments, tout ça, on lui a coupé la langue, bref il reste plus rien de lui. Tout va revenir, donc ensuite aussi il va avoir envie de redevenir comme avant, ses rêves de conquête vont revenir, le désir de vivre tout simplement. Et du coup tout ça en fait c'est ce qui va provoquer par le biais d'un mystérieux artefact, une cérémonie aussi étrange qu'obscure. T'auras tous nos héros qui vont être téléportés dans un autre monde, où les démons sont omniprésents et donc n'auraient qu'une seule volonté, c'est de bouffer. Et là, il se trouve que le repas est servi sur un plateau. Donc tu as juste toute la troupe du Faucon en chair et en os, pour le moment. Et je te parle même pas du carnage du coup qui s'en suivra, tellement que c'est totalement fou et unique tout ce qui s'est passé. Enfin, j'ai jamais vu ça. À l'époque, j'ai été totalement choqué, et je suis encore un petit peu choqué par cette scène. Je te passerai aussi le viol de Casca devant les yeux de son ancien compagnon, et viol par Griffiths évidemment. Voilà, je te le donne en mille, hein. Voilà. Et bref, en fait du coup c'est cette pierre plus ou moins relique, hein, qui a permis du coup à Griffiths d'abandonner de nouveau ce qu'il avait de plus cher, afin d'obtenir ce qu'il désirait actuellement le plus, c'était de redevenir un dieu, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça va te poser un petit peu l'ampleur de la badacité et de ce personnage totalement incroyable, mais aussi à quel point ça peut être, à quel point il est devenu en fait un espèce d'énorme gros bâtard, même s'il a toujours été en fait au début, puisqu'il a toujours été muet par ses envies de conquête et tout ça. Mais bon bref, le gars il a quand même été juste capable de tout abandonner, tous ses amis, tous ses machins, pour réaliser ses rêves, quoi. Voilà. Bon, et bien sur ce, moi j'espère que cet épisode t'aura plu. Écoute, n'hésite pas à me laisser en commentaire, donc que ce soit sur le podcast ou sur mon article qui est présent sur mon Instagram, quel est ton top des mangas. Et puis voilà, écoute, moi je te vais te laisser là, je te dis bye bye, et puis à la prochaine. Salut.